Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Dans l'espace intersidéral, elles sont sous nos yeux et nos oreilles. Elles explorent les plaines martiennes, les geysers des satellites de Saturne et la surface flamboyante des étoiles lointaines. Ce sont les sondes spatiales, des robots qui remplacent l'humanité au milieu des étoiles. Elles peuvent se rendre dans des endroits qui nous sont inaccessibles. Les sondes spatiales explorent tout le système solaire. Elles nous envoient des données qui bouleversent toutes nos connaissances. Si l'on trouvait une autre forme de vie quelque part dans notre galaxie, ce serait l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de l'humanité. Les sondes heurtent de plein fouet les comètes gelées, photographient les confins de l'univers et cherchent des planètes dans d'autres systèmes solaires. Nous vivons l'âge d'or de la recherche et il se pourrait que nous découvrions une planète comparable à la Terre. Une nouvelle génération d'explorateurs robotisés est en train de redéfinir la galaxie. Voici les secrets des sondes spatiales. En ce moment même, à des millions de kilomètres de la Terre, l'homme échantillonne, mesure, photographie et aspire la poussière et les gaz d'autres mondes. Mais il ne le fait pas en personne. L'environnement spatial est un milieu très hostile pour l'homme. On y trouve des températures extrêmes, des vides extrêmes, des champs de haute radiation, toutes sortes de contextes dangereux pour la vie humaine. Nos yeux et nos oreilles ont des émissaires robotiques, envoyés en mission pour découvrir les secrets du système solaire et de mondes plus lointains. Ce sont les sondes spatiales, construites pour survivre à l'atmosphère hostile et au monde périlleux auquel l'humain ne pourrait faire face. Nos missions spatiales peuvent survivre dans ces environnements difficiles et nous permettent d'aller dans des endroits dont on ne rêvait même pas. Certaines sondes, comme le télescope spatial Hubble, flottent en orbite autour de la Terre. D'autres, comme Deep Impact en 2005, sont envoyées en mission kamikaze et transportent des sondes satellites qui s'écrasent sur des comètes. D'autres encore sont envoyés pour découvrir les secrets de planètes comme Mars, Jupiter, Saturne ou de leurs lunes. Elles les photographient, analysent leurs orbites, puis se posent en surface pour récolter des échantillons. Nos sondes sont surtout utilisées pour répondre à des questions fondamentales sur la composition de la planète, son atmosphère et les processus géologiques. Comment sont constituées des planètes à la fois similaires et différentes de la Terre? Y trouve-t-on des formes de vie? La recherche de formes de vie dans d'autres mondes a débuté il y a plus de 2000 ans, lorsque les astronomes grecs ont commencé à observer les planètes. Au XXIe siècle, l'humanité est enfin prête à découvrir la vérité. Envoyer des sondes dans le système solaire ou au-delà est un objectif très ancien. Pour cela, nous avons dû comprendre la Terre ainsi que le reste du système solaire. Dans un certain sens, cette quête nous permet d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, notre origine et l'existence éventuelle d'environnements semblables à celui de la Terre. Les recherches les plus récentes ont pu démarrer grâce à la technologie infrarouge. Le 14 décembre 2009, une fusée Delta II a délivré un objet en orbite à 480 km au-dessus de la Terre. On l'appelle WISE. C'est un télescope à très haute résolution qui prend les photos de l'univers les plus précises que l'on ait à ce jour. WISE est l'anagramme d'explorateur pour l'étude à grand champ dans l'infrarouge. C'est un petit télescope d'environ 40 cm de diamètre et surveille le ciel entier en utilisant 4 longueurs différentes d'infrarouge.
Il observe les plus proches voisins de la Terre, les astéroïdes, les comètes et les secteurs les plus éloignés de l'univers. Contrairement au télescope Hubble, qui prend généralement des photos sur une longueur d'onde perceptible aux ultraviolets, WISE sonde l'univers en utilisant la lumière infrarouge. Les êtres humains perçoivent les infrarouges sous forme de chaleur. Lorsque l'on sent le soleil sur notre peau, ce que l'on sent réellement, ce sont les rayons infrarouges qu'il émet. Je diffuse des infrarouges en étant simplement assise là. Et l'on peut les utiliser pour détecter des objets à température similaire comme les astéroïdes. On peut aussi utiliser les infrarouges pour détecter des galaxies lointaines dans tout l'univers. Beaucoup de ces galaxies ne peuvent être perçues à travers le spectre de lumière visible. Le télescope infrarouge WISE fonctionne comme des lunettes magiques. Les astronomes, grâce aux infrarouges, peuvent traverser les nuages de poussière et découvrir ainsi au cœur de ceux-ci des étoiles en formation. Mais pour découvrir ces sources de chaleur cachées, il faut avant tout un froid extrême. Pour que le télescope WISE à 4 millions de pixels puisse prendre des images à l'aide d'infrarouges, il faut qu'il soit plus froid que les objets qu'il recherche. Il faut donc s'assurer de ne pas être aveuglé par la chaleur de notre propre télescope. Sur WISE, on se sert d'un réservoir d'hydrogène solide qui gèle autour du zéro absolu. Il garde le télescope et les instruments au froid comme dans un congélateur. L'hydrogène congelé à bord de WISE va finalement passer à l'état gazeux. Lorsque l'on sera à court d'hydrogène glacé, le télescope et les instruments vont se réchauffer et on ne verra plus rien. Congelé à moins 266 degrés Celsius, l'hydrogène peut durer environ 10 mois. Cela permet de prendre environ 1,5 million de photos qui créeront une image composite géante du ciel. Un atlas cosmique qui pourrait nous révéler de nouveaux mondes, cibles de futures sondes spatiales, et peut-être des mondes peuplés de formes de vie étrangères. Mais pour trouver d'autres formes de vie à des années-lumière de la Terre, on a besoin d'un indice essentiel. Sur Terre, il couvre 71% de notre planète. C'est l'eau. L'une des raisons principales pour lesquelles nous cherchons à découvrir de l'eau liquide, c'est que nous aimerions savoir s'il existe des formes de vie ailleurs dans le système solaire. Sur Terre, la vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau pour subsister et pour se former. On espère trouver la vie ailleurs et il s'agit de trouver d'abord un endroit où se cacherait de l'eau liquide. Nous n'avions jamais trouvé aucune preuve de l'existence d'eau ailleurs que sur Terre, jusqu'à l'arrivée d'une sonde spatiale destinée à explorer la planète Saturne en 1997. Cassini a parcouru 650 millions de kilomètres en 4 ans avant de démarrer une mission d'espionnage de plusieurs années. Lorsque la sonde Cassini est arrivée sur Saturne, elle ne s'est pas contentée d'étudier la planète et ses satellites, elle a ensuite changé d'orbite et pu ainsi observer ses anneaux. Un anneau en particulier a retenu l'attention des scientifiques de la mission Cassini. On savait que l'anneau E, le plus éloigné de Saturne, était constitué de particules de glace de la taille d'un micron. Ces particules microniques ne tiennent pas longtemps dans l'espace. On savait qu'une source de matière dans le système de Saturne était à l'origine de l'anneau E. Il s'agissait d'Encelade. Lorsque Cassini s'est approchée d'Encelade, elle a été témoin d'un phénomène cosmique qui lui a permis de confirmer que l'eau était en effet l'un des ingrédients clés d'un autre monde. Le vaisseau Cassini a détecté de l'eau sous la surface d'Encelade, car des geysers s'élevaient des fissures de son sol craquelé. L'eau gèle en débouchant dans l'espace froid qui entoure cette lune. Le flux constant de particules d'eau glacée nourrit l'anneau E de Saturne. Cela nous rappelle que s'il y a de l'eau sur des planètes éloignées de notre système solaire, il pourrait aussi s'en trouver ailleurs dans l'univers. Mais la sonde Cassini n'avait pas terminé sa recherche de liquide.
Elle allait devoir utiliser ses instruments sensibles pour pénétrer d'autres atmosphères du système saturnien. Le vaisseau Cassini possède 12 instruments scientifiques. 4 d'entre eux sont ce que l'on appelle des instruments de télédétection optique. Ils voient sur la même longueur d'onde que les humains ou quasiment. Le vaisseau est équipé de filtres conçus pour voir à travers la brume et observer la surface en dessous. Cassini est conçu pour recueillir des renseignements à l'aide de différents instruments, un peu comme nous utilisons nos différents sens. Les capteurs directs ou éloignés de Cassini ont d'abord étudié Titan, la lune de Saturne, où certains pensaient trouver de l'eau liquide. Titan est plus grand que la planète Mercure. Il possède une atmosphère plus dense et plus large même que celle de la Terre. En 1980, lorsque la sonde spatiale Voyager est passée à côté de Titan pour aller vers l'extérieur du système solaire, on a vu sur les photos qu'elle a prises des traces d'un autre phénomène liquide. La sonde Voyager nous a appris que l'atmosphère était remplie d'hydrocarbures, de méthane, d'éthane, qui créent cette épaisse brume photochimique. Et elle ne pouvait voir à travers cette brume. Lorsque Cassini a commencé à étudier Titan 25 ans plus tard, elle a également lancé une sonde satellite d'observation appelée Huygens. La sonde a traversé l'épaisse atmosphère d'hydrocarbures et atterri à la surface de Titan. Et là, elle a découvert quelque chose de stupéfiant. Très tôt, Cassini et Huygens ont pu noter des indices de fluide à la surface de Titan. Et finalement, elles ont trouvé des hydrocarbures, des lacs d'hydrocarbures, dont certains plus importants que les grands lacs. Ce sont les premiers fluides en surface que l'on ait trouvés dans le système solaire en dehors de la Terre. Ces lacs connaissent des tempêtes classiques comme celle de la Terre. Mais sur Titan, elles ne sont pas constituées de gouttes d'eau, mais de méthane liquide, qui tombe lentement. Sur Terre, le méthane est la plupart du temps l'état gazeux. On parle de gaz naturel et il provient des organismes en décomposition. Il continue à se décomposer et forme ce gaz naturel que l'on peut utiliser comme carburant. Le méthane liquide de Titan pourrait abriter des formes de vie simples, un peu comme la vie unicellulaire présente dans les profondeurs des océans terrestres. Il y a beaucoup de conjectures autour de ce que l'on pourrait trouver là-bas. Les systèmes planétaires y sont actifs, intéressants et très variés. Et l'on sait que la vie peut prendre beaucoup de formes différentes. On pourrait trouver des formes de vie sur des planètes lointaines tournant autour d'autres étoiles. Mais le problème est de s'y rendre. Un nouvel engin à turboréacteur avec un système de propulsion similaire à la technologie des fours micro-ondes se prépare à partir pour l'espace lointain. Les sondes spatiales peuvent aller là où aucun humain n'a jamais pu se rendre. Mais depuis des décennies, les scientifiques luttent avec une dure réalité. Les sondes spatiales peuvent échouer. Pour une sonde qui atteint son but, c'est 50 ans d'échecs et de rêves brisés. L'histoire commence dans les années 60 avec les premières tentatives de la NASA pour atteindre les plus proches voisins de la Terre. Notre première sonde Ranger a été conçue pour s'écraser sur la Lune et en prendre des images. Les 6 premières missions ont complètement raté la Lune. Mais on a très vite appris. Quelques mois après les sondes Ranger, on a envoyé un vaisseau avec succès plus loin que Vénus. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 est la première à voler au-delà de Vénus. Elle nous apprend alors que notre plus proche voisine n'a rien en commun avec la Terre. Avant, on pensait que Vénus était peut-être une jumelle de la Terre, couverte de jungles humides et chaudes. Mais la sonde spatiale nous a malheureusement appris qu'il n'en était rien. La sonde de la NASA prouve que Vénus est trop chaude et que la pression y est trop forte pour qu'il existe une forme de vie. En 1970, la première sonde à atterrir sur la planète n'est pas américaine, mais soviétique. La sonde Venera
avait une coque interne en titane qui était très dure. Elle pouvait supporter, au moins pendant un certain temps, la pression écrasante et la chaleur intense de la surface de Vénus. Les premières sondes de Vénus ont été détruites en une demi-heure seulement, voire moins d'une heure. Elles n'ont pu relever des données que durant un court laps de temps avant de s'écraser. Mais les données envoyées avant la destruction de Vénéra sont précises et surprenantes. À la surface de Vénus, les conditions sont infernales. La température est d'environ 460 degrés Celsius. C'est vraiment beaucoup. L'eau bout à 100 degrés et le plomb fond à une température légèrement inférieure à 460 degrés. Si on pouvait y aller, on verrait du plomb en fusion à la surface de Vénus. Ce n'est vraiment pas un endroit agréable. Pour les spécialistes des sondes, Vénus est un terrain d'entraînement aux conditions extrêmes. Mais il existe un objectif plus difficile à atteindre et plus lointain, dont les conditions sont encore plus destructrices que Vénus, les planètes extérieures. Pour y parvenir, il faut plus qu'une simple fusée. L'un des plus gros problèmes des sondes spatiales, c'est d'avoir assez de carburant pour arriver à destination. Si l'on doit effectuer plusieurs mises à feu, on va vite se retrouver à court de carburant. Mais il existe une solution inhérente au tissu même du cosmos, la gravité. Au début des années 60, on a découvert que l'on pouvait utiliser la force gravitationnelle des planètes pour aider un vaisseau à accélérer et aller plus loin. Cela a ouvert l'exploration des régions au-delà du système solaire. On appelle cette technique l'assistance gravitationnelle ou l'appui gravitationnel. On utilise l'attraction d'un corps céleste pour modifier en direction et en vitesse la trajectoire d'un engin spatial. L'assistance gravitationnelle, c'est un peu comme frapper une balle de baseball. La sonde spatiale se dirige vers une planète, elle est happée par la gravité et redirigée dans une autre direction, tout comme en frappant la balle avec une batte. Quand la batte entre en collision avec la balle, elle modifie la direction de son trajet et elle peut la propulser plus vite qu'au départ. En contrôlant l'attraction gravitationnelle des planètes, la NASA est maintenant capable d'accélérer ses sondes jusqu'à des planètes extérieures. Cassini a couvert plus de 270 millions de kilomètres pour aller jusqu'au lac de méthane de Titan, la lune de Saturne. Sans cette assistance gravitationnelle, la sonde, qui pèse 12 tonnes selon la gravité terrestre, n'aurait jamais pu atteindre le système solaire extérieur. Nous ne possédons pas de réacteur assez puissant pour l'envoyer directement sur Saturne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les explorateurs de l'espace sont prêts à envoyer des sondes au-delà des planètes extérieures, vers les étoiles lointaines. Mais l'assistance gravitationnelle ne permet pas d'y envoyer des hommes. Pour voyager dans l'espace intersidéral, il faut faire appel à une force de propulsion aux accents de science-fiction, la propulsion ionique. Un moteur ionique est comme un mini-accélérateur linéaire. Le carburant est ionisé au lieu d'être brûlé. Ce moteur ionique a une faible poussée, mais il fonctionne pendant des mois et propulse la sonde à des vitesses de plus en plus élevées. Le moteur ionique remplace le carburant chimique par un gaz inerte comme le xénon. Celui-ci est ionisé. Les ions ainsi libérés passent par deux grilles chargées électriquement et subissent ainsi une accélération vers l'arrière qui propulse le vaisseau vers l'avant. La propulsion ionique n'a rien à voir avec celle des moteurs conventionnels. Un moteur chimique se propulse de lui-même comme un fusil à pompe à double barillet. Ce fusil à pompe fonctionne comme les moteurs chimiques que l'on trouve sur une navette spatiale. Je suis assis sur un rail de travelling. La question est, le fusil donne-t-il une poussée suffisante pour surmonter le frottement entre les roues et les rails? Une seule détonation déplace le chariot d'environ 15 cm. La seconde prolonge le mouvement. Mais remplaçons maintenant ce gros double barillet par une arme plus petite. J'ai maintenant un 22 long rifle. C'est un peu différent du fusil à pompe. Le fusil à pompe envoie des mini-plombs à une vitesse assez modérée.
Le 22 long Reef envoie le plomb très rapidement. Cette différence ressemble à celle du moteur ionique. Le recul du 22 long rifle fait bouger le chariot de moins de 3 cm. Des coups répétés vont le déplacer un peu plus. Et dans l'espace, c'est exactement ainsi que fonctionnerait un moteur ionique. Il commencerait à nous propulser tout doucement et accélérerait jusqu'à nous faire atteindre des vitesses très élevées. En opérant de toutes petites poussées à travers les vastes étendues de l'espace où il n'y a pas de friction, le moteur ionique peut ainsi faire avancer une sonde pendant des années. Cette technologie pourrait signer la fin des énormes propulseurs dans le domaine des sondes spatiales. Les carburants chimiques posent un problème, car ils sont assez inefficaces. Ils sont très lourds et il faut les transporter. Ce qui veut dire que les fusées qui lancent le vaisseau doivent être d'autant plus puissantes et coûteuses. Les moteurs ioniques plus légers ont déjà été testés dans l'espace. Ils ont fait fonctionner la sonde Deep Space One à la fin des années 90. Et récemment, ils ont propulsé la sonde japonaise Hayabusa et l'ont aidé à se poser sur un astéroïde. Les moteurs ioniques vont bouleverser l'exploration des profondeurs de l'espace. On va pouvoir se rendre dans une foule d'endroits sans transporter des tonnes de carburant. Et plus vite, cela dépend de là où on veut aller. Nous pourrions par exemple nous rendre sur Mars, notre voisine planétaire. Actuellement, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne détient le record pour avoir effectué le trajet Terre-Mars en 6 mois. Mais avec un moteur ionique avancé, ce record devrait être battu. Un moteur ionique réduirait sans doute la durée du voyage à quelques semaines. 5 semaines pour aller sur Mars. Mais ce n'est qu'un début. La prochaine étape dans la propulsion ionique sera une accélération jusqu'à 100 fois plus rapide. On l'appelle VASIMR, acronyme de Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, fusée magnétoplasma à impulsion spécifique variable. Le moteur ionique VASIMR possède un générateur de fréquences radio et un second niveau. Il fonctionne un peu comme un micro-ondes où un vaisseau d'énergie électromagnétique chauffe très vite les aliments. Si on chauffe le plasma et qu'il reçoit ainsi plus d'énergie, il acquiert alors un champ magnétique très puissant qui prend ce plasma surchauffé et l'envoie vers l'arrière, à des vitesses très élevées. Les ions peuvent être chauffés jusqu'à environ 500 000 degrés. Cela suffit pour envoyer une sonde spatiale bien au-delà de notre système solaire. La technologie des fusées avance et les profondeurs de l'espace s'ouvrent à l'exploration. Il nous faut maintenant une destination. Une sonde spatiale explore actuellement les cieux à la recherche de cet objectif, une nouvelle Terre, et peut-être de nouvelles formes de vie. Les sondes spatiales sont à la pointe de l'une des quêtes les plus anciennes de l'astronomie. La recherche d'une autre Terre. Aujourd'hui, une nouvelle génération de robots explorateurs recherche des indices de planètes extrasolaires et sont en train de les trouver. Une planète extrasolaire est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Nous avons 8 planètes majeures en orbite autour du Soleil, qui est une étoile typique. La question qui ne cesse de ressurgir depuis des siècles est de savoir s'il y a des planètes en orbite autour des étoiles que nous voyons la nuit. Depuis l'époque de Galilée, les scientifiques pensent qu'il pourrait exister d'autres planètes parmi les milliards d'étoiles. Mais la quête de planètes extrasolaires ou exoplanètes n'a pu réussir que 4 siècles après Galilée. En 1995, dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre, les spécialistes ont découvert la première véritable planète extrasolaire, 51 Pégasi b, et cela uniquement grâce à des indices indirects. Si nous avons pu détecter ces planètes extrasolaires, c'est uniquement grâce à une technique appelée l'oscillation stellaire. Avec une grosse planète comme Jupiter, il va y avoir un mouvement d'oscillation de l'étoile. Également appelé l'effet Doppler, l'oscillation stellaire est observée à travers un télescope.
Si la lumière de l'étoile passe régulièrement à une longueur d'onde rouge ou bleue, puis revient, c'est qu'il y a sans doute une planète en orbite qui entraîne ce changement. Au cours de la dernière décennie, les astronomes ont eu beaucoup de chance. Ils ont trouvé des centaines de planètes autour d'autres étoiles. Mais celles-ci sont les équivalentes des grosses planètes comme Jupiter, Saturne ou Neptune. Nous n'avons pas trouvé de Terre, s'il en existe. Nous avons déjà découvert avec certitude des centaines de planètes extrasolaires. Mais certaines d'entre elles sont-elles assez proches pour que nous puissions les explorer? C'est ce qu'Annabelle C. de Pennsylvanie nous a demandé. Elle nous a envoyé le texto suivant. En combien de temps une sonde spatiale atteindrait-elle l'exoplanète la plus proche avec le moyen de propulsion le plus performant? Annabelle, c'est une question très intéressante à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Avec les technologies actuelles, une sonde spatiale pourrait sans doute atteindre une autre étoile en 100 000 ans. La plus proche que nous connaissions est à environ 10,5 années-lumière. Mais peut-être en existe-t-il d'une autre encore plus près. Ou peut-être pourrons-nous dans le futur améliorer la technologie de propulsion spatiale. Ainsi réduirait-on une durée de 100 000 ans. Mais la réponse envisagée pour le moment se situe entre 50 et 200 000 ans. Pour découvrir des planètes comme la Terre, il faut observer très attentivement dans le cosmos des étoiles plus faibles et lointaines. Une technique d'observation révolutionnaire pourrait bientôt identifier la première nouvelle Terre. Il s'agit de la méthode des transits. Elle offre une preuve indirecte du passage d'une planète en orbite entre une étoile et notre point de vue depuis la Terre. Imaginons que ce réflecteur est la face de l'étoile et qu'un insecte passe devant, comme une planète. Lorsque l'insecte vole devant et autour de ce réflecteur, il bloque un peu sa lumière, tout comme lorsqu'une planète comme la Terre passe devant une étoile semblable au Soleil. La variation est souvent inférieure à 0,1% de la lumière émise par l'étoile. Elle est presque invisible, mais plus que suffisante pour une sonde spatiale qui scrute le cosmos. On aimerait savoir s'il existe quelque part une autre planète comme la Terre, et la mission Kepler a une bonne chance de la trouver si elle existe. La sonde spatiale Kepler est l'œil puissant dont se servent les spécialistes pour trouver une planète semblable à la Terre, une aiguille dans une botte de foin. Le télescope de la sonde est équipé d'un appareil photo à 95 millions de pixels pour observer le transit des planètes. La mission Kepler utilise cette technique des transits pour rechercher de nouvelles planètes extrasolaires. Elle permet d'observer des milliers d'étoiles et d'attendre que leur lumière diminue très légèrement lorsqu'une planète passe devant elle. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles et peut-être bien de milliards de planètes comme la Terre. Cela dit, les chances de trouver une Terre en orbite autour d'une étoile sont très faibles. Kepler va devoir se concentrer sur des milliers d'étoiles à la fois. J'ai ici un DVD qui représente un système planétaire avec une étoile au centre et une planète qui tourne autour. La plupart du temps, le système planétaire est incliné par rapport à notre champ de vision. Donc la planète, en orbitant, ne passe jamais devant l'étoile en bloquant sa lumière. Mais avec un peu de chance, si le plan orbital de la planète est visible, elle croisera alors l'étoile, bloquera sa lumière et fera varier son intensité. Il nous faut donc observer des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'étoiles pour avoir la chance d'apercevoir quelques planètes en train de passer devant l'étoile. Pendant que le monde attend, Kepler observe en permanence les étoiles lointaines. Mais si elle trouvait une nouvelle Terre, que découvririons-nous à son sujet? À quoi ressemblerait-elle? Pourrait-il s'y trouver des formes de vie? Quand Kepler aura découvert des planètes comme la Terre, et je suis quasi certain que cela se produira, il faudra ensuite tenter d'analyser la lumière venant de cette planète. Quelle est la composition chimique de cette planète? Possède-t-elle une atmosphère d'oxygène ou simplement de dioxyde de carbone ou de méthane? Est-elle constituée de continents et d'océans?
À l'heure actuelle, nous ne possédons pas la technologie qui permettrait d'analyser l'atmosphère d'une nouvelle Terre lointaine. Mais la situation est sur le point de changer. En 2015, le télescope spatial James Webb aura 4 fois la capacité d'imagerie de Hubble. Il permettra d'observer de petites molécules dans l'atmosphère d'une planète qui serait à des milliers d'années-lumière de la Terre. Nous vivons une période bénie pour la recherche et la découverte de planètes comme la Terre. Nous sommes arrivés au moment où nous allons les trouver, les comprendre et voir tout ce qu'elles ont en commun avec notre planète. Mais on aimerait aller plus loin. Car finalement, les télescopes spatiaux et les sondes interstellaires pourraient aller au-delà de la découverte de nouvelles planètes et de leurs habitants. Si l'on pouvait découvrir dans notre galaxie une vie extraterrestre vraiment différente de ce que nous avons sur Terre, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. La vie dans d'autres mondes pourrait être à des milliers d'années-lumière. Mais les indices que nous possédons tournent constamment autour de la Terre. Ce sont les comètes. Les spécialistes capturent leurs traînées de poussière et lancent des sondes kamikazes pour en extraire les secrets qui y sont congelés. Les sondes spatiales ont considérablement développé notre connaissance du cosmos. L'humanité est entrée dans un nouvel âge d'or de l'exploration interstellaire. Certaines sondes nous ont révélé des secrets plus proches de chez nous. Notre système solaire est empli de débris et de particules qui se déplacent à toute vitesse. Parmi elles, des boules de glace et de poussière géantes, les comètes. Les comètes sont comme des capsules de temps. Ce sont les restes congelés de la formation de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. On a obtenu de nombreux succès en étudiant les comètes avec ces sondes. La mission Deep Impact s'est écrasée sur l'une d'entre elles et a enregistré l'événement en vidéo. Le 3 juillet 2005, la sonde de la NASA Deep Impact 1 se glisse à portée de la comète Tempel 1. Tandis que la comète fonce à une vitesse de 37 000 km/h, la sonde lance un impacteur en pleine trajectoire de cet objet de 6 km de large. Concrètement, il s'est écrasé sur la comète en provoquant un nuage de poussière, car on voulait voir ce qui se passait à l'intérieur de celle-ci, de quoi la comète était réellement constituée. L'impact a projeté environ 5000 tonnes de glace et plus de 25 000 tonnes de poussière issues de Tempel 1. C'était la première fois que les spécialistes pouvaient enregistrer et étudier de si près de la matière cométaire. Cela a fourni beaucoup d'informations sur la véritable nature d'une comète. La sonde spatiale nous a montré qu'une comète est bien plus une pastèque congelée qu'une boule de neige faite de débris. On a découvert qu'elle était constituée de couches de glace compactées et mélangées à la poussière. Ensuite, la matière, comme une boule de neige sale et fondue, est à l'intérieur. C'est comme si on avait une écorce autour d'une pastèque. Quand elle se rapproche du soleil, elle se réchauffe. L'eau qui est à l'intérieur se transforme en vapeur et jaillit. La sonde Deep Impact a envoyé des images incroyables. Mais c'est une sonde cométaire, Stardust, qui a attrapé une comète par la queue. En 2004, elle vole à 240 km plus haut que la comète Wright 2. La sonde Stardust a traversé la queue de la comète pour collecter la matière dégagée de la surface. Pour capturer les précieuses particules, Stardust a déployé un collecteur de la forme et de la taille d'une raquette de tennis. L'intérieur était poreux et spongieux comme du gel. Quand la comète est passée, les particules se sont enfoncées dans le gel à une vitesse environ 6 fois supérieure à une balle de fusil. On est en train d'extraire la matière constituant les comètes et certainement les planètes, les astéroïdes et les lunes de notre système solaire.
on s'approche de la matière originelle, des premiers composants de notre système solaire. Une fois que la matière est recueillie, le collecteur est placé dans une capsule. Et le 15 janvier 2006, les précieux échantillons sont arrivés sur Terre. Parmi les premières découvertes dans le gel, on a trouvé des molécules de glycine, un acide aminé avec lequel les organismes vivants fabriquent des protéines, élément fondamental de la vie. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'organismes biologiques pris au piège dans la glace de ces comètes. Même les virus de la grippe, par exemple, pourraient s'y trouver. Stardust n'a capturé aucun virus, mais ces découvertes viennent appuyer la théorie selon laquelle les premiers composants de la race humaine se seraient formés dans l'espace et auraient été apportés sur Terre il y a longtemps par des météorites ou des comètes. On a découvert un élément encore plus bizarre dans le gel. Des particules que même les sondes n'avaient pas encore recueillies dans des régions très éloignées. De la matière d'autres soleils. Je pense qu'on a trouvé des particules qui viendraient de l'extérieur de notre système solaire, d'autres étoiles. Elles possèdent des vents solaires qui font envoler les particules de poussière. Certaines se retrouvent dans notre système solaire et sont capturées par la sonde Stardust. Nous avons donc littéralement attrapé pour la première fois de la poussière d'autres étoiles. C'est incroyable. L'analyse des poussières d'étoiles provenant de la comète Wright 2 est toujours en cours. Elle pourrait nous éclairer sur les origines de notre petit coin de l'univers. Si on veut comprendre comment notre Soleil et notre planète se sont formés, nous avons besoin de comprendre la matière dont nous sommes constitués. Mais nous pourrions acquérir une meilleure compréhension de notre univers, non pas à partir de particules de soleil lointains, mais plutôt à partir de l'étoile qui nous est la plus proche. Une sonde révolutionnaire attend d'être lancée pour se diriger vers la région la plus brûlante que l'homme ait jamais tenté d'explorer. Des sondes spatiales filent actuellement à travers la galaxie pour explorer les mystères de Mars, Vénus, des géantes extérieures, d'exoplanètes et d'étoiles lointaines. Mais notre étoile mère possède encore des mystères non résolus, ce qui est aussi en train de changer. Auparavant, on observait de petites surfaces, pas le disque entier. Nous avions des failles dans notre couverture. On cherchait tantôt par ici, tantôt par là. On examinait une région à certains moments, mais pas en permanence. Une sonde solaire de haute technologie arrive dans l'espace, prête à agir. Sa mission, observer le Soleil 24 heures sur 24 et transmettre les images haute définition et en couleur en méga haut débit vers la Terre. L'Observatoire Solar Dynamics Observatory, SDO, prend des images du Soleil en très haute résolution, haute définition, sur différentes longueurs d'onde et filme essentiellement le Soleil. À l'aide de 4 télescopes HD, le SDO transmet des informations en permanence vers la Terre sur un canal haute définition. Cela permet de télécharger 50 fois plus de données qu'avec n'importe quelle sonde dans toute l'histoire de la NASA. C'est passionnant de regarder certaines des premières images. On pouvait y voir de très petites images à certains endroits et de grands impacts ailleurs. On pouvait voir quelque chose près du centre du disque, du centre du Soleil. Et l'on pouvait voir la relation entre cela et ce qui se passait à 100 000 ou 200 000 km de là. Les matériels optiques sophistiqués observent le Soleil selon 10 longueurs d'onde lumineuses différentes, y compris les ultraviolets. Ceux-ci sont tellement dangereux que sans l'atmosphère supérieure de la Terre pour les filtrer, une journée à la plage serait fatale. Notre objectif final est d'observer l'intérieur du Soleil pour voir ce qui se passe sous la surface, quels sont les courants, les mouvements et comment sont-ils tous liés. Le SDO va activer un capteur, le HMI,
pour Helioseismic Magnetic Imager, qui peut voir à travers la surface solaire en ébullition. L'imageur héliosismique et magnétique utilise des sondes sonores pour tester l'intérieur. Comme on le fait pour les tremblements de terre, on utilise des ondes sonores à l'intérieur du Soleil pour voir ce qui s'y passe. On regarde les vibrations, tandis qu'elles rebondissent à la surface, et on essaie de comprendre ce qui se passe dans le Soleil. C'est ce noyau interne, la dynamo solaire, que les spécialistes veulent percer à jour. C'est de là que surgit l'imprévisible, de violentes éruptions de matière à haute énergie, susceptibles de menacer la Terre. Cette matière est chargée et se présente souvent sous la forme de ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Il s'agit d'une énorme quantité de matière sous forme de particules chargées. Ces particules chargées arrivent sur Terre et entrent en interaction avec notre champ magnétique. Si on parvient à s'en rapprocher suffisamment pour prendre la mesure directe de ce type d'activité, on comprendra mieux comment fonctionne ce processus. Depuis un demi-siècle, les sondes spatiales se rapprochent de ces corps planétaires. Mais ne serait-ce pas une mission suicide d'envoyer une sonde tout près du Soleil? On prévoit de lancer en 2015 la sonde solaire Plus, qui filera droit vers la couronne solaire, qui est à une température de 2 millions de degrés. La sonde solaire Plus se rapprochera du Soleil jusqu'à 8 à 9 rayons solaires de celui-ci. À titre de comparaison, la Terre se situe à 200 rayons solaires du centre du Soleil. La sonde solaire Plus sera donc plongée dans la couronne. La couronne est une partie très mystérieuse de l'étoile que nous appelons le Soleil. Bien qu'elle soit éloignée du noyau solaire, elle est plus chaude que la surface de l'astre. Mais si un homme y parvenait, il aurait une surprise glacée. La couronne solaire est très chaude. Elle est à des millions de degrés. Cela signifie que les particules bougeraient très rapidement autour de nous. On peut donc penser que si l'on se retrouvait dans la couronne, on serait brûlé vif. Mais il y a si peu de particules que la quantité d'énergie transférée à un corps serait inférieure à la quantité d'énergie qu'il dégagerait. Donc en réalité, nous serions congelés si nous étions immergés dans la couronne solaire, tant qu'on disposerait d'un bouclier thermique pour se protéger du disque solaire. La sonde solaire Plus sera équipée d'un bouclier thermique léger en mousse de carbone qui lui permettra de survivre à l'énorme chaleur et à l'effet de gel. Lorsqu'elle aura achevé sa mission, elle pourra révéler la structure du champ magnétique du Soleil et explorer le flux d'énergie solaire qui chauffe la couronne et rend possible la vie sur Terre. Il est important de se rappeler que le Soleil est notre étoile la plus proche. Il est donc vraiment important de l'étudier au sein de l'étude générale des étoiles de l'univers. En fin de compte, les sondes spatiales nous apporteront des connaissances au-delà du Soleil sur certaines parties lointaines de notre galaxie, là où des milliards d'autres soleils brûlent et où il se peut que d'autres planètes bleues nous attendent. Pour en savoir plus sur les mystères de notre univers, nous avons besoin de sondes spatiales. Elles peuvent observer ce qu'il nous est impossible de voir de notre Terre. Il existe une autre raison pour laquelle nous devons envoyer des sondes dans l'espace. Nous sommes curieux de nature et des explorateurs nés. Les sondes que nous envoyons dans l'espace vers des planètes et les étoiles sont les avant-postes de notre migration dans le cosmos. Il est presque certain que notre espèce devra un jour quitter la planète Terre et considérer notre galaxie et l'univers comme un tout où se déplacer. En attendant, les sondes spatiales continueront à explorer les merveilles du cosmos et de l'univers, à nous livrer ses secrets et à prolonger notre quête vers les étoiles.